Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle affaire criminelle du jour. Une affaire extrêmement tragique qui a totalement secoué un pays et qui pourtant est assez peu connue. Nous allons immédiatement rentrer dans le vif du sujet, donc je vous laisse vous installer bien confortablement pour notre affaire du jour. Le 1er décembre 1997, la jeune Massa Vukotic voit le jour au Monténégro. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Elle a un frère Peter et une sœur Nadja. Et les 3 enfants sont élevés par leurs parents, Slavoljub et Natasa Vukotic. Mais alors que Massa n'est âgée que de 3 ans, ses parents se retrouvent face à une opportunité en or qu'ils décident de saisir. Celle de quitter le Monténégro pour aller s'installer en Australie. Ce qui va être un énorme bouleversement pour la famille au complet et un véritable challenge, car ils doivent redémarrer leur vie à zéro dans un pays qui leur est totalement inconnu et où ils ne connaissent pratiquement personne. Et ils vont d'ailleurs devoir travailler leur anglais, car à ce moment-là, les parents ne parlent pratiquement que le serbe, qui se trouve être leur langue natale. Mais c'est un défi qu'ils vont plutôt bien relever, car une fois sur place, les choses se passent à merveille pour la famille Vukotic. Et si je ne me trompe pas d'ailleurs, à ce moment-là, d'autres membres de la famille vivaient eux aussi en Australie, notamment l'oncle et la tante des enfants. Massa, Peter et Nadja sont tous les 3 très proches et grandissent extrêmement heureux, dans un foyer rempli d'amour. Pour leurs parents, voyager était l'un des meilleurs moyens d'apprendre de nouvelles choses et surtout la meilleure éducation possible. La petite famille visitait donc un nouveau pays dès que l'occasion se présentait à eux. L'Italie, la France, la Chine et j'en passe. Et cette passion du voyage, les parents vont la transmettre à la petite Massa, qui en grandissant n'a qu'une seule idée en tête, celle de visiter le plus de pays possible. À l'âge de 15 ans, elle rentre au lycée de Canterbury, qui se trouve être une école publique exclusivement réservée aux filles. Massa est une jeune femme brillante, dont les résultats scolaires dépassent largement la moyenne, et qui rêve d'avoir un jour une très grande carrière d'avocate. Elle parle couramment 3 langues et est pleine d'ambition. Elle travaille très dur pour atteindre tous les objectifs qu'elle se fixe. Et au lycée, elle est aussi très appréciée de ses camarades de classe. Elle est une personne extrêmement souriante, douce et créative, et est une immense passionnée de mode, de danse, et surtout de la culture japonaise. Ses amis et elle partagent justement cette passion et se rendent très souvent ensemble à des conventions sur le Japon ou les animés, où ils cosplayent leurs personnages préférés. En octobre 2014, le petit groupe d'amis s'est justement rendu à la convention Armageddon Science Fiction and Comics qui a eu lieu à Melbourne, où elles avaient passé un moment incroyable d'après les nombreuses publications en ligne qu'elles feront suite à cet événement. Et sa passion pour la culture et la mode japonaise était plutôt évidente de par son style vestimentaire. Lorsqu'elle n'était pas au lycée, Massa arborait des tenues inspirées du style Lolita, aux couleurs douces et pastel. Lorsqu'elle porte ces tenues, elle se fait appeler Princesse Marcy, car Massa a toujours rêvé d'être une princesse un jour, depuis sa tendre enfance. Et lorsqu'elle revêtait ses robes, c'était exactement comme ça qu'elle se sentait. Mais elle utilisait aussi le surnom Marcy, car de très nombreuses personnes avaient du mal à orthographier ou tout simplement à prononcer son prénom correctement. Mais derrière le tempérament extrêmement doux et calme de la jeune fille, se cache en réalité une personne ayant un fort caractère et surtout prête à se battre pour défendre ses idées. Elle est une féministe au grand cœur qui n'a pas peur d'ouvrir la bouche pour défendre les personnes importantes pour elle, ou encore pour défendre la cause animale, qui est quelque chose de très important à ses yeux. Et elle possède d'ailleurs un petit lapin nommé Roger, qu'elle adore plus que tout. Massa est extrêmement bien entourée, aussi bien par sa famille que par ses amis. Et au début de l'année 2015, elle est même en couple depuis quelques mois avec un jeune garçon de 2 ans son aîné qui se prénomme Timothy. Le jeune couple se retrouve pratiquement tous les week-ends et ils passent leur temps à explorer leur ville en se rendant au cinéma, au jardin botanique, à l'aquarium et j'en passe. Bref, à ce moment-là, tout va merveilleusement bien dans sa vie. Au cours du mois de février de l'année 2015, Massa et sa famille rentraient tout juste d'un long voyage en Europe, durant lequel ils ont visité plusieurs pays dont la France. Et Massa a justement publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle devant le château de Versailles, en inscrivant qu'il s'agissait là du plus bel endroit qu'elle n'ait jamais vu.
Quelques semaines plus tard, le 6 mars 2015, la principale du lycée dans lequel Massa étudie envoie un mail à tous les parents d'élèves qui vont être sous le choc. Apparemment, l'une des élèves de l'établissement avait été agressée par un inconnu à la sortie de l'école. L'homme en question avait été aperçu en train de rôder autour du lycée en fin d'après-midi lorsque les élèves quittaient les cours pour rentrer chez eux. Alors que l'une des élèves ne se trouvait qu'à quelques mètres du lycée, l'inconnu l'aurait attrapée par l'arrière et tenté de l'agresser. Par chance, elle a été capable de se débattre et de prendre la fuite. Dans la foulée, l'individu va aborder 2 autres élèves qui vont immédiatement en informer le personnel scolaire. Face à ces événements plutôt perturbants, aussi bien les parents que les élèves se retrouvent sur les nerfs et très inquiets du danger que cela pourrait représenter. Ils avaient tous très peur que l'individu en question ne passe de nouveau à l'attaque et que quelque chose de terrible ne se passe cette fois-ci. Et à l'intérieur de son email, la principale de l'établissement demandait à ce que tous les élèves soient extrêmement vigilants et surtout de bien vouloir marcher par groupe de 2 ou plus durant leur trajet à pied entre l'école et leur domicile. Règles qu'ils vont absolument tous appliquer à la lettre, y compris Massa. Massa avait une très bonne amie, Mélanie, avec qui elle passait beaucoup de temps et avec qui elle partageait justement sa passion du cosplay et de la culture japonaise. Et il se trouvait que Mélanie ne vivait qu'à quelques rues de chez Massa. Les 2 amies ont donc décidé de tous les jours s'attendre pour rentrer à la maison ensemble. Et durant l'un de leurs trajets, alors qu'elles traversaient un parc, que le soleil se couchait et que le ciel commençait donc à s'assombrir, Massa et Mélanie abordent ensemble le sujet de ce fameux individu qui n'a pas été arrêté et qui n'a jamais été retrouvé, et qui pourrait donc à tout moment refaire son apparition. Elles se font part l'une l'autre de leur crainte que quelque chose ne leur arrive. Et soudainement, Massa perd son air sérieux et avec un petit sourire en coin, demande à son amie de bien vouloir s'occuper de ses funérailles le jour où elle perdrait la vie, et de faire en sorte que son enterrement devienne un événement mémorable et une véritable fête. Mélanie prend cela à la rigolade et lui sourit en retour. Elle lui promet alors de s'assurer de cela, mais affirme qu'il leur faudra encore attendre très longtemps avant que ce moment n'arrive. Elle ne pouvait cependant malheureusement pas avoir plus tort. Le 17 mars de cette même année, Massa rentre des cours aux alentours de 17h30. Sa journée d'école avait été plutôt ordinaire et à peu près 1 heure plus tard, sa mère les appelle, elle et ses frères et sœurs, pour se mettre à table. La famille partage le repas du soir ensemble et après le dessert, Massa informe ses parents qu'elle sort prendre l'air quelques minutes. Et personne n'est étonné de cela, car ceci était une habitude pour Massa qui pratiquement tous les soirs, après le repas, sortait se promener dans un parc, le Kunlun Creek Linear Park, qui se trouvait à moins de 5 minutes de chez elle, tout en écoutant de la musique. C'était un moyen pour elle d'évacuer le stress de la journée et de se détendre un peu avant d'aller dormir. Ce soir-là donc, comme pratiquement tous les autres soirs, la jeune fille attrape ses clés, son téléphone portable et ses écouteurs avant de quitter la maison. Le parc où elle se rendait était plutôt grand et était assez populaire auprès des sportifs du coin qui s'y rendaient pour courir, pratiquer le yoga ou encore faire du vélo. Mais dès que le soleil commençait à se coucher, comme c'était le cas à ce moment-là, alors le parc devenait extrêmement calme et tranquille. En règle générale, environ 30 à 45 minutes après avoir passé le pas de la porte, Massa était de retour et montait dans sa chambre. Ce soir-là par contre, les minutes puis les heures passent et aucune trace de l'adolescente. Ses parents commencent alors à s'inquiéter de la situation, mais décident de rester calmes et de lui donner encore un petit peu de temps. Cependant, si une fois que la nuit était totalement tombée, elle n'était toujours pas de retour, alors ils se mettraient à sa recherche. Ils n'auront cependant pas le temps de faire quoi que ce soit, car environ 2 heures après que Massa n'ait quitté la maison, une patrouille de police frappe à leur porte. Le corps sans vie de leur fille vient d'être découvert dans le parc où elle était sortie se promener et qui ne se trouvait qu'à 5 minutes de chez elle. Le père et la sœur de Massa, accompagnés de la patrouille de police, se rendent sur les lieux du crime et les personnes présentes à ce moment-là affirment être toujours à ce jour marquées par leur hurlement de détresse à la vue du corps sans vie de l'adolescente. Il leur était absolument impossible de réaliser que Massa, qui était assise à table avec eux 2 heures plus tôt, n'était à ce moment-là plus de ce monde. Mais le pire pour eux se trouvait être la manière dont elle avait perdu la vie, car Massa avait été très violemment agressée et poignardée à coups de couteau, un total de 49 fois. La scène de crime était d'une violence extrême. Le corps sans vie de Massa gisait sur le sol à l'intérieur du parc, juste devant un petit pont qu'elle empruntait pratiquement tous les jours lors de ses sorties nocturnes.
Et absolument personne n'a la moindre idée de ce qui a bien pu se passer, ni de l'identité de la personne responsable de ce massacre. Mais par chance, assez rapidement, des personnes vivant dans les bâtiments entourant le parc viennent à la rencontre des policiers. Juste avant 19h, ils ont été surpris par des hurlements stridents provenant du parc, et lorsqu'ils se sont mis à la fenêtre, ils ont aperçu un homme s'enfuir en courant. Ils n'ont rien vu de l'attaque, mais en ont rapidement déduit que cela ne présageait rien de bon et que quelqu'un était très probablement blessé. Ils ont donc immédiatement contacté la police pour les informer de la situation. Alors que les témoins sont interrogés par les forces de l'ordre, le corps de l'adolescente est envoyé à un médecin légiste pour être entièrement analysé et surtout pour s'assurer que les enquêteurs ne passent à côté d'aucun indice. Les enquêteurs de police vont récupérer les caméras de surveillance de la ville de Doncaster qui surplombaient le parc au moment de l'attaque. Et rapidement, ils tombent sur des images montrant un homme habillé entièrement de noir s'enfuir en courant à l'endroit exact où la jeune adolescente avait été poignardée. L'heure qui apparaît sur les images correspond parfaitement à celle à laquelle les voisins ont entendu les hurlements de la victime, et la description physique qu'ils ont donnée de l'individu qu'ils ont aperçu depuis leur fenêtre est elle aussi exactement la même. Mais la question était maintenant de savoir qui était cet individu et pourquoi est-ce qu'il s'en était pris à Massa. Les policiers tentent alors de comprendre s'il s'agissait là d'une attaque ciblée et si l'agresseur connaissait Massa, ou s'il s'agissait tout simplement là d'un vol ayant mal tourné. L'enquête va en premier lieu tourner autour des proches de Massa pour être certain de pouvoir à 100% les éliminer de la liste des suspects. Et c'est Timothy, le petit ami de la victime, qui va être interrogé le premier. Il est averti de la disparition de Massa en plein milieu de la nuit par des policiers qui se rendent directement à son domicile. Le jeune garçon est totalement bouleversé face à cette terrible nouvelle, d'autant plus que quelques minutes seulement avant qu'elle ne quitte la maison ce soir-là, ils s'étaient tous les deux échangé plusieurs messages. Elle avait soudainement cessé de lui répondre et il en avait tout simplement déduit qu'il y avait de fortes chances pour qu'elle se soit tout simplement endormie. Pas plus inquiet que cela, il avait donc décidé d'aller à son tour se coucher et de poursuivre sa conversation avec sa petite amie le lendemain matin. Dans leurs derniers échanges, Massa lui avait demandé s'il acceptait de se rendre avec elle à leur bal de fin d'année, ce à quoi Timothy avait répondu qu'il se ferait un plaisir de l'y accompagner et lui avait demandé ce qu'elle voulait qu'il porte pour l'occasion. Une question qui restera malheureusement à jamais sans réponse. Timothy va assurer aux policiers que Massa n'avait pas le moindre ennemi. Bien au contraire, elle était aimée de tous. Il ne voit pas du tout qui aurait bien pu commettre un tel acte, d'autant plus dans un quartier aussi calme et tranquille que celui où elle vivait. Les images de vidéosurveillance sur lesquelles l'homme apparaît vont alors être rendues publiques par la police qui espère que quelqu'un se manifeste après avoir reconnu l'individu. Les images ne sont pas très nettes et il est très difficile de discerner son visage, mais cependant certains détails vont être relevés. Il s'agissait là d'un homme en fin de vingtaine ou début de trentaine, plutôt grand et mince, ayant les cheveux courts et bruns, et habillé d'un pantalon et d'une veste noire. Et un détail qui saute immédiatement aux yeux des policiers, c'est que l'individu tient dans ses mains quelque chose ressemblant à un sac plastique, qu'il tient très fermement et qui contient probablement quelque chose de très important pour lui, car il ne va jamais le lâcher tout au long de sa course. L'arme du crime n'ayant pas été retrouvée sur la scène, les policiers en ont rapidement déduit que c'est très probablement ce qui devait se trouver à l'intérieur du fameux sac plastique. Sur les images de vidéosurveillance, l'homme ne portait aucun gant, ce qui veut dire que si le couteau ayant servi à assassiner Massa avait été récupéré par les policiers, il y avait de très fortes chances pour que son ADN se trouve dessus. Et si l'assassin avait déjà un casier judiciaire, alors il n'aurait pas pris longtemps aux officiers de police avant de remonter jusqu'à lui. Le lendemain de la tragique et brutale disparition de la jeune Massa Vukotic, des centaines de personnes vont se réunir sur les lieux du crime, à l'endroit précis où Massa a rendu son dernier souffle. Un hommage immense lui est alors rendu et ce sont des dizaines de fleurs et de lettres de proches qui vont être déposées sur le sol, incluant une lettre de son petit ami Timothy, dans laquelle il lui rappelle qu'elle aura toujours une place toute particulière dans son cœur et qu'il ne l'oubliera jamais. Pendant que cet hommage a lieu, les images de l'assassin circulent de plus en plus parmi les habitants du coin, et ce même jour, donc moins de 24 heures après le meurtre, un homme se rend à la station de police avec des informations plutôt importantes à partager. Il en était certain, l'homme qui était actuellement recherché pour meurtre l'avait abordé dans le parc quelques minutes seulement après avoir assassiné Massa.
L'assassin a alors interpellé le témoin pour lui demander quel chemin est-ce qu'il devrait prendre pour se rendre au centre commercial de Doncaster. Et après avoir obtenu réponse à sa question, il s'est empressé de s'enfuir dans la direction qui venait de lui être indiquée. Les policiers tentent alors de retracer le chemin que l'homme aurait pu emprunter. À pied, il lui aurait fallu un peu plus de 25 minutes pour se rendre du parc au centre commercial. Ils tentent alors leur chance auprès des transports en commun de la ville. Et bingo! Après avoir examiné les images de caméras de surveillance des lignes de bus qui passaient entre le parc et le centre d'achat, les policiers retrouvent notre individu mystère. Mais cette fois-ci, les images sont bien plus claires et son visage apparaît très distinctivement. Ces images ont été capturées environ 20 minutes après l'attaque et on peut y voir l'homme monter à bord du véhicule à un arrêt ne se trouvant qu'à quelques mètres du parc où Massa venait de perdre la vie. Il n'y a aucun doute possible, l'individu présent sur ces images est le même que celui ayant été vu s'enfuir en courant du parc. La seule différence est qu'il ne portait plus sa veste noire, mais un simple t-shirt rouge. Le chauffeur de bus ainsi que toutes les personnes ayant pu entrer en contact avec lui sont alors interrogés, dans l'espoir que quelqu'un le connaisse ou ne soit capable de leur partager des informations importantes telles que son nom ou encore l'endroit où il vivait. Mais ils n'auront de nouveau aucune chance de ce côté-là. Les images de vidéo de surveillance du centre commercial dont il avait demandé le chemin vont elles aussi être minutieusement analysées, mais il ne va jamais apparaître dessus. Il est donc fort probable qu'il ait tout simplement changé d'avis et se soit dirigé vers un autre endroit. Les captures d'écran de l'assassin dans le bus sont rendues publiques et circulent très rapidement parmi les habitants de Doncaster. Tout le monde tente d'aider aussi bien que possible. Les habitants sont totalement sous le choc de la brutalité de cette attaque, d'autant plus, comme je l'ai dit, que Doncaster était un endroit très calme et tranquille, où absolument rien ne se passait jamais. Ce jour-là, les policiers vont avoir beaucoup de travail, car leur téléphone ne cesse de sonner. De nombreux habitants des villes voisines les contactent pour les informer avoir été victimes d'agressions. En l'espace de 2 heures seulement, un homme à la retraite a été violemment agressé par un individu qui a tenté de lui voler sa voiture. Un garçon en milieu de vingtaine a lui été attaqué par un homme qui lui a volé son téléphone portable avant de ne prendre la fuite. Et une habitante de la banlieue de Kensington a été victime d'une agression sexuelle à l'intérieur d'une librairie. Kensington se trouvait à seulement une vingtaine de minutes de voiture de Doncaster et toutes les agressions avaient eu lieu entre Doncaster et Kensington dans une ligne droite presque parfaite. En plus de cela, la description physique que les 3 individus ont donnée de leur agresseur se trouvait être exactement la même que celle de l'assassin de Massa. Aucun doute possible pour les policiers, l'individu qu'ils recherchent est derrière tout cela et ils connaissent maintenant la direction dans laquelle il est en train de se rendre. De nouveaux appels au témoignage de la part des policiers vont avoir lieu, qui demandent à ce que quiconque ayant la moindre information, aussi minime soit-elle, de bien vouloir les contacter aussi rapidement possible pour qu'ils puissent mettre la main sur cet individu en fuite avant qu'il ne s'en prenne à quelqu'un d'autre. Et parmi tous les témoins qui vont ce jour-là se rendre dans de nombreux postes de police en rapport avec l'affaire, les policiers ne s'attendaient à aucun moment à se retrouver face à face avec l'homme qu'ils recherchaient. Et pourtant, l'assassin se trouvait bel et bien là, face à eux, et était venu se dénoncer lui-même. Il admet alors tout, le meurtre de Massa ainsi que les agressions ayant eu lieu dans les villes voisines à Doncaster. Leur inconnu a finalement un visage et un nom. Il s'agit là de Sean Christian Price. Un homme de 31 ans venant de la banlieue de Albion, localisé à seulement une trentaine de minutes de Doncaster. Et vu la route qu'il avait empruntée lors de sa fuite, il semblerait qu'il était tout simplement en chemin pour rentrer chez lui. Sean Price est né durant l'année 1984 dans une banlieue de Melbourne. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est que son enfance était tout sauf heureuse. Ses parents divorcent alors qu'il n'est âgé que de 5 ans et il est élevé par une mère violente qui, au fil des années, aura de très nombreux petits amis, tout aussi violents et abusifs envers Sean qu'elle ne l'était. Certains d'entre eux vont même abuser du jeune garçon. Il grandit dans un foyer où la violence règne, ce qui va avoir d'énormes répercussions sur lui. Sean se renferme alors de plus en plus sur lui-même et alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il se met à consommer de la drogue et de l'alcool dans l'espoir d'oublier ses problèmes. Arrivé à l'adolescence, la tristesse de Sean va alors se transformer en rage et il n'a qu'une seule idée en tête, celle de faire souffrir les gens autour de lui, comme il avait lui-même souffert pratiquement toute sa vie.
Violence, vol, agression, il va absolument tout commettre. Et à l'âge de 19 ans seulement, il est placé en détention pour la toute première fois, mais pas la dernière. Lorsqu'il est arrêté le 19 mars 2015 suite au meurtre de Massa, Sean avait été libéré sous caution à la suite d'une agression et était à ce moment-là sous ordonnance de surveillance de longue durée. Ce qui veut dire que les autorités étaient supposées garder un œil sur lui et savoir où il se trouvait en tout temps. Après son arrestation, Sean se confie à un thérapeute et lors d'une session, il admet prendre plaisir à faire souffrir les gens autour de lui et porter le mal en lui. Il va même confier avoir eu désespérément envie de poignarder quelqu'un depuis de longues semaines déjà, mais avoir été capable de se contenir jusqu'à ce fameux 17 mars 2015. Il passe alors une évaluation psychologique dont les résultats sont plus que clairs. Sean souffrait de nombreux troubles mentaux, incluant une schizophrénie assez sévère. Il avait apparemment reçu déjà ce diagnostic des années plus tôt, mais avait formellement refusé de se soigner, car apparemment les médicaments le rendaient malade. Durant son procès qui aura lieu en octobre 2016, Sean, qui va à la dernière minute renvoyer son avocat pour se défendre lui-même, va se voir poser la question que tout le monde se pose à ce moment-là. Pourquoi Massa ? Pourquoi l'avoir assassinée elle plutôt que quelqu'un d'autre ? Ce à quoi le meurtrier répond très sereinement avoir ce jour-là décidé de se rendre dans le quartier de Doncaster, qui était un quartier plutôt chic, volontairement, car il souhaitait assassiner quelqu'un ayant de l'argent dans le but de faire passer un message. Lui qui avait grandi dans la pauvreté la plus totale, souhaitait aujourd'hui se venger sur les gens ayant eu plus de chance que lui dans la vie. Et en cette fin d'après-midi, alors qu'il errait dans le Conung Creek Linear Park, armé de son couteau, il a aperçu au loin Massa marchant seul, son casque sur les oreilles. Il n'avait à ce moment-là pas nécessairement l'intention de s'attaquer à elle, mais c'est alors qu'il l'aurait vue s'agenouiller et parler à un oiseau, comme l'aurait fait Blanche-Neige, ce sont ses propres mots, ce qui l'aurait alors mis hors de lui. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute pour lui, il venait de trouver sa cible. Quelques secondes plus tard, il attrapait Massa par l'arrière, la jetait sur le sol et la poignardait d'une violence extrême. Lorsqu'on lui demande pourquoi il s'est acharné de la sorte sur la jeune adolescente, car je vous rappelle qu'il l'a poignardée pas moins de 49 fois, il répond qu'il souhaitait s'assurer qu'elle était bel et bien morte, car sinon tout ceci aurait été une perte de temps pour lui. Il admet alors avoir effectivement placé l'arme du crime à l'intérieur du sac en plastique qu'il tenait sur les images de caméra surveillance. Autant vous dire que les proches de Massa sont terriblement choqués d'apprendre qu'elle s'est vue ôter la vie parce qu'elle parlait à un oiseau comme la princesse Blanche-Neige. La raison derrière ce crime est tellement ridicule qu'elle est presque difficile à croire. Avant que la sentence ne soit rendue, Sean va avoir le culot de demander à ce qu'une réhabilitation soit envisagée pour lui, ce que le juge va bien évidemment immédiatement décliner. Sean Price va finalement recevoir une peine de prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 39 ans. Une peine qui sera finalement revue 1 an plus tard et à laquelle se verront ajouter 2 ans avant la possibilité de libération conditionnelle. Le juge affirme que Sean Price est et sera toujours un danger pour la société et qu'elle espère de tout cœur qu'il restera enfermé aussi longtemps que possible. Sean est détenu dans une prison de haute sécurité et est encore aujourd'hui considéré comme l'un des détenus les plus dangereux d'Australie. Durant un temps, il a été envisagé que l'homme qui rôdait autour du lycée de Massa au début du mois de mars et Sean Price, son agresseur, étaient peut-être la même personne. Mais après une enquête un peu plus approfondie, cette théorie va être totalement abandonnée, car il était apparemment impossible que Sean Price se trouve à Doncaster à ce moment-là. La famille et les proches de Massa sont aujourd'hui encore dévastés de sa disparition, et ce crime a profondément choqué l'Australie tout entière. Notamment car Sean Price se trouvait à ce moment-là encore en liberté, et ce malgré de nombreuses infractions antérieures. L'histoire de Massa Vukotic a marqué l'opinion publique et a renforcé la sensibilisation aux questions de sécurité des femmes en Australie, en plus de mettre la lumière sur les lacunes du système judiciaire en matière de suivi des délinquants à haut risque. De nombreuses cérémonies en l'honneur de Massa ont eu lieu, y compris une le 28 mars 2015, une marche organisée par ses amis en l'honneur de Princesse Marcy, dans un parc de Melbourne, qui va rassembler pas moins de 200 personnes. Pour l'occasion, tout le monde était habillé de rose pour honorer la couleur préférée de la jeune adolescente et porter des tenues inspirées de la mode japonaise que Massa aimait tant.
Timothy, son petit ami de l'époque, va être interrogé par un magazine en ligne. Et durant cette interview, il affirme essayer de penser le moins possible au meurtrier de Massa et se concentrer plutôt sur les merveilleux souvenirs qu'il avait avec elle. Il confie que si Massa était toujours parmi nous aujourd'hui, elle aurait très probablement déjà une grande carrière et aurait accompli d'immenses choses. Les parents de la jeune femme ont totalement refusé de s'adresser aux journalistes, mais sa sœur Nadja affiche sur les réseaux sociaux son amour pour sa sœur qui lui manque tant, ainsi que ce tatouage qu'elle porte très fièrement sur son corps en son honneur. Et c'est ainsi que se conclut la tragique affaire d'aujourd'hui, dédiée à Massa Vukotic. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres affaires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!